faut surtout partir du principe que le football, c'est du partage et que la relation humaine, elle est au cœur de la pratique, donc elle doit être au cœur de la relation entraîneur-entraîné. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés car aujourd'hui, c'est cadeau. Une invitée exceptionnelle. Elle est née la même année que moi, mais bon, la comparaison s'arrête là. 157 matchs en équipe de France, 58 buts, c'est une attaquante hors norme. J'ai eu la chance de marquer un doublé en Coupe du Monde en 2011 contre le Canada. C'était un des plus beaux jours de ma vie, voilà, c'était extraordinaire. Je suis Thibaut Vézirian et vous écoutez Premier Crampon, un podcast proposé par Orange. On va parler de notre passion pour le ballon rond bien sûr, de nos émotions communes, de tout ce qui fait la force du sport amateur, mais aussi formation, transmission, hygiène de vie du sportif. Bref, elle brille actuellement avec le Paris FC et on l'espère pendant la future Coupe du Monde. On la surnomme Tatane, Gaëtane Tiné. Tout va bien Gaëtane ? Ça va, très bien. Depuis plusieurs années, tu es à la DTN aussi, de la Fédération Française de Foot, la direction technique nationale donc. Tu joues au Paris FC. C'est quoi le quotidien de Gaëtane Tiné aujourd'hui ? C'est la performance, donc c'est un bureau à la fédération qui me permet de me développer aussi en termes de compétences professionnelles et je m'occupe du développement du football des enfants. Et puis tous les jours entraînement, donc départ 15h45 à peu près de la fédération et c'est parti jusqu'à 19h30 pour une deuxième journée entre guillemets, même si je prends du temps aussi pour récupérer, y a pas de souci, tout va bien. Donc super planning à la fois sportif, professionnel aussi, un peu de bureau quand même, la vraie vie. Ouais, un petit peu de bureau. J'organise et j'articule quand même pour bien récupérer. Le lundi, souvent, j'y suis pas. Donc tu conserves une liberté, donc c'est bien. C'est important la liberté pour moi. C'est chouette. On va en parler justement de liberté, de ta carrière, de ton enfance aussi, parce que tout au long de notre discussion, je vais te diffuser des questions, des témoignages de personnes extérieures. Et alors justement, écoutons ce qu'a à te dire la petite Tia. Je m'appelle Tia, j'ai 9 ans. C'est une amie qui m'a inspirée pour faire du foot. J'étais toute seule au début, du coup elle m'a invitée à jouer avec elle au foot. Du coup j'ai commencé à essayer. Après ça m'a un peu plu, du coup je me suis inscrite. Gaëtane, est-ce que tu peux me dire comment tu as été inspirée ? Alors Gaëtane, comment t'as été inspirée ? Merci Tia. Déjà je suis originaire d'un petit village dans l'Aube, d'une petite ville dans l'Aube, Brienne-le-Château et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup non plus d'associations sportives. Le stade était pas très loin de la maison de mes parents et puis un père passionné de foot quand même et je me suis retrouvée sur le terrain un peu par hasard avec un petit garçon qui s'était blessé et mon père s'occupait de cette équipe. Moi j'étais en basket, c'est pour faire le nombre, j'y suis allée. Et voilà, j'ai commencé à taper dans le ballon. J'ai trouvé ça cool et ça a commencé comme ça, mais j'étais assez jeune, je devais avoir 5 ans. Ouais. Et c'est ton père justement qui t'a donné ce goût du football finalement, ou ça s'est fait très naturellement, sans obligation parentale ? Non, alors oui, sans obligation, ça c'est évident. Mais il était passionné et moi j'aimais ça et puis il regardait à la télé, donc je pense que oui, inconsciemment on a envie aussi de renvoyer quelque chose dans le regard de ses parents et mon père il était très fier quand je jouais et il l'est toujours d'ailleurs mais voilà, ça m'a très vite plu. Ce qui m'a plu c'est surtout l'échange, le partage avec les autres, le fait que ça soit un sport co, c'était rigoler avec mes copains plus qu'autre chose quoi. Tu parles d'échange et de rigolade, tu te souviens ou pas de ta première vraie émotion foot petite comme ça, en te disant tiens là ça a été un de mes faits marquants, j'ai kiffé. Ouais, je me souviens de 2 événements qui m'avaient marqué. On avait fait un tournoi à Reims où j'étais benjamine et en fait c'était un tournoi où on n'avait pas lieu d'être parce que c'était que des équipes entre guillemets de pros, donc il y avait les benjamins de l'Olympique de Marseille, et nous petite ville, on n'aurait pas dû y aller. Il y avait le Bayern de Munich, il y avait tout le monde et on y allait parce qu'on était invités pour je ne sais quelle raison et j'ai marqué contre le Bayern et ça m'a marqué ça. J'avais peut-être 8-9 ans et c'était génial. Tu nous as raconté que tu avais 5 ans quand tu as tapé un peu dans ton premier ballon. Quel rêve tu avais à cet âge-là ? Qu'est-ce qui te passait par la tête ? Je dirais aucun. Ah ouais ? Aucun. En fait, je suis beaucoup sur le moment présent et petite, j'ai jamais pensé trop à l'équipe de France. C'est pas quelque chose. Je savais parce que Marinette Pichon habitait dans ma ville, donc elle était en équipe de France. Déjà, c'était très peu médiatisé, donc on savait pas trop qu'il y avait une équipe de France féminine.
Moi, ce que j'aimais, c'était jouer. Et puis, en fait, au fur et à mesure des années, c'est là que c'est venu, quoi. Tu voulais faire quoi, plus vieille? Prof de PS. Je voulais être prof de PS et je voulais être dans le sport, voilà. Mais j'avais pas d'ambition d'être pro, parce qu'en fait, ça n'existait pas, donc on se posait pas cette question. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure, et ce qui m'a guidée, c'est juste les émotions. Et que ce soit en équipe de France, que ce soit à Brienne-le-Château, c'est les émotions qui m'ont fait rester, qui m'ont fait continuer, qui m'ont fait me dépasser. C'est les mêmes émotions aujourd'hui avec ta carrière exceptionnelle que quand tu étais petite? C'est différent? Je suis pas sûre que ça soit si différent, parce que c'était marquer un but contre le Bayern de Munich à 8 ans avec Brienne-le-Château, c'était extraordinaire pour moi, à 8 ans. Donc évidemment c'est différent, c'est pas les mêmes enjeux, mais en soi, quand on vit le moment pleinement, ce qui est important c'est ce qu'on partage. Et moi, quand j'ai marqué ce but-là et que tous mes copains ils me sautaient dessus, c'était génial. Donc oui, je grandis, j'évolue et les émotions se décuplent aussi, parce que les enjeux sont plus les mêmes, parce que on vit des choses extraordinaires, parce que les stades sont remplis. Donc oui, on découvre des choses absolument extraordinaires. Tu viens de nous parler de ton enfance, tu nous as raconté un petit peu comment tu étais plus petite et selon toi, tes souvenirs, comment la passion du foot t'était venue. Nous, on a décidé d'en savoir plus quand même, de vérifier nos informations. Alors on a été interroger quelqu'un que tu connais très 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 bien, ton papa, François, et il nous parle de tes premiers pas sur les terrains. On écoute le témoignage de ton papa pour vérifier si ce que tu as dit est plutôt vrai. C'était une fille extraordinaire et très très gentille, très souriante. Quand elle était toute jeune, moi je plaisantais beaucoup avec, donc je l'emmenais au foot. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a commencé la carrière. Enfin, sa carrière, on va pas parler de carrière à l'époque. Le jeu, on va dire le jeu. J'étais sur le bord d'un terrain avec une équipe débutante. Il me manquait un joueur. Elle me dit, papa, si tu veux, moi je veux bien jouer, mais elle avait 5 ans et en tant que dirigeant, je faisais tourner l'équipe automatiquement. Donc, je lui disais, admettons, Gaëtan, tiens, hop, à toi de sortir. Alors, elle disait, oui, ok. Alors, elle sortait. Bon, elle arrivait à tenir 30 secondes avant de me dire, je re-rentre. Je lui disais, non. C'est 5 minutes, mais c'était pas simple, parce que, surtout si on prenait un but, on commençait à perdre, oui, allez, fais-moi rentrer. Enfin, voilà. Elle était à fond dedans, quoi. Elle était à fond dedans. Tu te souviens de tout ça? Tu lui cassais les pieds? Je sais pas. Peut-être ça lui cassait les pieds, mais non, on est une famille de passionnés, donc on le vit ensemble, quoi. Et ton papa m'a raconté notamment que très vite, tu savais comment te placer, comment attaquer, s'il fallait défendre. Alors que très jeune, on le sait, c'est plus un essaim d'abeilles, les joueuses de foot. Sur un terrain, c'est un troupeau. Toi, t'as tout compris tout de suite? Tu l'as senti ou pas? Je sais pas. Je faisais pas attention à tout ça, mais je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, qui me remet beaucoup en question, et je pense que dès très jeune, c'était le cas. Je regardais beaucoup de matchs à la télé, j'écoutais mon père, j'écoutais les commentaires des matchs. Donc je pense que j'avais cette volonté, pas de réussir et d'aller en équipe de France, c'était pas ça, c'était d'être toujours meilleur. T'as toujours préféré attaquer? Ouais. Je jouais en neuf quand je jouais vraiment attaquante, quand j'étais plus petite, et puis comme j'ai voulu rester jouer avec les garçons... 1 an de plus, j'avais demandé une dérogation. Et là, physiquement, c'était trop compliqué de jouer attaquante, parce que faire des appels en profondeur face à des mecs de 15 ans, c'était trop compliqué. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer 10. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, des apprentis footballeurs, footballeuses. Est-ce que toi, tu peux nous dire qu'il y a eu des jours où foot, il pleut, il fait froid, les terrains sont capricieux, où tu avais un peu moins de motivation? Il y a des fois, il pleut et t'as moins envie, mais c'est aussi ce qui est beau dans le foot. C'est aussi parce que c'est des contraintes qui soudent aussi une équipe. C'est des choses qu'on vit ensemble. C'est des choses qui permettent aussi de développer le dépassement de soi. Et quand on est en difficulté dans un match, c'est tous ces petits trucs sur lesquels on s'arrête pas et on n'est pas toujours en train de se plaindre, parce que sinon on n'arrive jamais. Donc faut avancer, et j'ai envie de dire, le foot c'est un peu comme la vie. Moi j'ai toujours un peu considéré ça comme la vie. La vie, c'est fait d'épreuves, c'est fait de plein de choses, et il faut savoir passer outre, trouver d'autres solutions pour avancer. Et du coup, ça m'a forgé aussi en tant que personne. Donc oui, le football, c'est une rencontre pour moi et pour ma vie qui a été très très importante.
Il y a souvent au bord des terrains des parents, des papas, des mamans qui donnent des conseils, qui jugent, qui crient, qui pleurent, etc. Toi, il était comment ton papa? Il est resté longtemps ton entraîneur? Comment ça s'est passé? Non, il n'est pas resté très très longtemps mon entraîneur, mais il était toujours là. Mais il voulait qu'on gagne, il voulait que je réussisse, évidemment. Il était très heureux, mais j'ai jamais ressenti aucune pression. Il m'a jamais mis... jamais. Il était très positif et en même temps très juste. Et, voilà, si j'avais pas été bonne, il me le disait, il me le dit encore d'ailleurs, des fois, mais c'est pas un jugement ou une critique, c'est juste de dire, bah voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et dans la vie, il faut continuer, et puis voilà. Mais c'est ce qui a fait aussi que je me suis construit comme ça, et c'est vrai que j'ai vécu, et je vis des super années, et il fait partie, lui, comme ma mère, d'ailleurs, qui me suit beaucoup aussi, mais ils font partie de mon environnement et de mon entourage. On est très très proches, très fusionnels, donc on discute beaucoup. Et en même temps, ils sont pas du tout étouffants, donc j'ai cette chance-là. Bon, que du positif apparemment. Tant mieux, tant mieux. On va continuer de discuter de tes premiers pas en club, mais à ce sujet, il faut qu'on écoute le petit Tyrone, toujours du club de Roissy-en-Brie. Lui, il a voulu te raconter ses débuts en club et te poser une question. Je m'appelle Tyrone, j'ai 10 ans. Je joue en U11A à l'équipe de Roissy-en-Brie. Quand j'étais petit, vu que je regardais le foot, je commençais déjà à tirer dans une petite balle. Puis après, c'est comme ça que Mamadou il m'a vu et il a demandé à ma mère de me mettre au foot quand je grandirais. Gaëtan, avec quelle équipe t'as commencé à jouer au foot? Avec cette équipe de Brienne-le-Château. J'étais bien, et puis j'ai joué beaucoup chez moi aussi. Hein. Je jouais beaucoup chez moi avec mes potes, j'ai joué beaucoup à l'école, je jouais tout le temps en fait. T'as fait des bêtises un peu? T'as cassé des vases, des vitres? Ah ouais, mais même pas qu'en jouant au foot, j'ai fait beaucoup de bêtises. C'est-à-dire? Je suis quelqu'un qui aime la vie. Quand j'étais gamine, je testais toujours tout. En fait, j'adore découvrir les choses et en même temps, j'ai toujours assumé mes conneries. Hein, mais c'est vrai que j'aimais bien. Dès qu'on était un peu border, j'étais souvent dedans. Comment ça se passait donc dans ton équipe petite? Quelles étaient les ambiances? T'étais la seule fille? Comment ça se passait? C'était top. Moi, j'adorais. J'étais avec les garçons. En plus, j'ai beaucoup de caractère aussi, donc ça m'empêchait pas de m'imposer dans cette équipe. Mais j'avais même pas besoin de m'imposer parce que quand t'es petit, y a pas à s'imposer ou quoi. Il y a juste à rigoler. J'étais hyper respectée. Après, j'avais eu un petit souci, mais ça, c'était... on jouait toujours contre des garçons et j'étais la seule fille et je me suis fait casser la jambe. C'est ma seule blessure de toute ma carrière. J'avais 9 ans. En fait, on gagnait 7-8-0. Et il y avait des parents, justement, sur la touche qui supportaient pas. J'étais attaquante, j'avais déjà marqué 3 buts et qui mettaient la pression à leur gamin qui était arrière central, quoi. Il s'est dit, mais j'ai honte, quoi, devant mes parents. Et en fait, je pars toute seule au but, il me tacle par derrière, fracture du péroné. Oh là là. Donc voilà, après, il était mal, les parents aussi étaient mal, mais c'est le seul moment où j'ai ressenti un problème lié au fait que je sois une fille. Sinon, jamais on me regardait, parce que j'étais une fille, donc on me regardait jouer. En plus, je jouais pas trop mal. Et je pense que c'est ce que j'aimais aussi. Ça devait flatter mon ego de fille, je sais pas, mais j'aimais bien. J'étais la seule, quoi, sur le terrain. On pouvait pas me manquer. C'est le seul moment où ça a été un petit peu négatif, mais en soi, je le comprends aussi. Hein. Quand on parlait de ton début de carrière, ton enfance avec ton papa, il nous racontait justement ces moments de mixité et lui, comment il l'a vécu. J'aurais d'autres questions à ce sujet, mais d'abord, on va écouter François Tinet sur la mixité. Après, elle s'est très vite prise au jeu. Parce que, comme il y avait très peu de filles à l'époque, et qu'elle avait quand même un caractère assez trempé, et que elle passait très très bien avec les garçons, donc très vite, quand elle est arrivée à 9-10 ans, c'était elle qui chauffait l'équipe, vous voyez ce que je veux dire. Et les autres, ils attendaient qu'elle arrive pour commencer l'échauffement. Bon, il y avait un respect total. En fait, ceux qui créent les différences, c'est plus les adultes. Mais sur le terrain, quand les enfants y jouent, ils regardent que le jeu, ils regardent pas le sexe. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que ça joue et peu importe. Et quand il y a un but de demi, tout le monde lève les bras en l'air et ils disent pas c'est les garçons qui ont marqué et les filles qui ont rien fait, ou vice versa. Ouais. Il nous le dit, les autres l'attendaient pour commencer l'échauffement. Alors ça veut dire quoi? Soit t'étais en retard. Il a plus de mémoire que moi. Soit t'étais en retard, soit t'étais une leader, faut me dire. Non, mais je pense que j'étais un peu leader. J'ai toujours eu un peu ce caractère-là d'emmener les autres, de fédérer.
et d'avoir un peu raison tout le temps. Et du coup, je pense que les garçons, c'est comme dans la vie, hein, tu vois, ta femme... Non, ça marche pas comme ça, c'est pas elle qui décide. En effet, il y a quelque chose. Maintenant que tu le dis, je suis en train d'y penser, en effet. Non, mais non, je pense que voilà, je dégageais quelque chose... J'avais du caractère et les garçons, ils respectaient. Et aussi, j'étais quelqu'un de très... Enfin voilà, je pense que je suis quelqu'un de généreuse et je suis toujours bienveillante envers les autres. Donc, il y avait une association de choses qui faisait que ça se passait bien. Mais j'ai pas ce souvenir, mon père, il en rajoute. Et j'ai pas le souvenir d'échauffer l'équipe ou quoi. Peut-être un peu plus vieille, mais pas très jeune. Quelques consignes, vite fait quand même. Lever de genoux, talons aux fesses. Ouais, non, le brassard, sûrement. t'as eu le brassard assez tôt ? Non, à partir du moment où on a joué à 11, c'était en U13. On était champion de l'Aube et on a gagné la Coupe de l'Aube. Là, c'est un des... À chaque fois, je dis, j'ai pas de titre, mais j'ai ceux-là. mais en attendant, c'était aussi des super souvenirs. Mais oui, j'étais capitaine et j'ai photo où je lève la coupe. Ah bah voilà, félicitations. On parlait justement donc de toi, seule fille, petite fille, femme, ensuite dans des milieux, dans des équipes d'hommes. Est-ce que, quand on voit quand même le machisme ambiant dans le football et dans certains stades, il n'y a jamais eu de problème, toi, dans ta carrière, à ce niveau-là ? C'est assez étonnant quand même, finalement. Bah alors... Ou alors, ça, justement, on est trop dans la caricature du foot. Je pense qu'il y a un peu de caricature, je pense qu'il y a du machisme, évidemment, mais moi, je le ressens pas. Alors, peut-être parce que, justement, j'ai du caractère et beaucoup de répondants. Donc, au pire, si on tente, ça me touche pas. Et j'ai une répartie qui fait que souvent, ça revient pas. Mais j'ai jamais ressenti ça, non. Il faut surtout s'affirmer, travailler, apprendre et montrer des compétences qui te permettent d'être à l'endroit et au bon endroit. Et ensuite, on est respecté. Si on respecte les autres, qu'on soit une femme, un homme, le principal, c'est pour moi le respect et les compétences. Et à ton avis, justement, les mentalités, elles changent énormément concernant le foot féminin. Elles ont, toi, de ton vécu, tu trouves que, par exemple, en 20 ans, ça a énormément évolué ou pas forcément assez vite ? Je pense que dans les sports féminins, on est un des sports qui a le plus de chance. En termes de médiatisation, le football, c'est tellement planétaire. Maintenant, est-ce que ça a changé ? Oui, parce que le foot féminin a évolué, les structures ont évolué, la fédération a une mentalité qui a évolué, parce qu'avant, on était beaucoup moins reconnus par la fédération. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais c'est une évolution un peu de la société. Le foot est un peu l'image de la société aussi. Les adultes aiment bien donc parler de foot féminin, l'opposé au foot masculin. Mais les enfants, ils en pensent quoi ? On a posé la question au petit Yanis, toujours au club de Roissy-en-Brie. Alors, garçons et filles, quelle différence, quel souci y en a-t-il, Yanis ? Déjà, je m'appelle Yanis, j'ai 9 ans et demi. Je joue en U11 dans le club US Roissy-en-Brie. Gaëtane Tinet, elle joue en équipe de France féminine. S'il y a une fille de 9 ans et demi qui aime le foot et qui est passionnée, et qu'un garçon de 9 ans et demi, il aime le foot, il est passionné, ça change rien. C'est des bonnes paroles, ça. Mais oui, c'est génial. D'entendre les enfants dire ça, c'est génial. Mais comme disait mon père tout à l'heure, je pense que souvent, c'est les parents qui ressentent des frustrations. Mais les enfants, entre eux, il n'y a pas de souci. Moi, je suis allée dans une école il n'y a pas longtemps. Et il y avait des garçons, des filles. On mélange tous et ça pose aucun problème. C'est à quel âge, toi, finalement, que tu n'as plus le droit, donc, officiellement, de jouer avec les garçons et que tu t'es rangé du côté des filles ? C'était terrible. À l'âge de 14 ans, quand je suis rentrée en seconde, je devais signer avec les filles et j'ai signé en D1. En fait, j'ai commencé en D1 à 14 ans. Donc, ça fait 19 ans que je joue en D1. La routine. C'est la routine, c'est vrai. J'étais surprise cette année parce que quand on a joué contre PSG, il y a une des arbitres qui est venue me voir, qui me dit « Mais Adam Tinet, ça fait combien de temps que vous jouez en D1 ?» Et moi, c'est comme si j'avais 20 ans. Je commence une saison, voilà, j'adore ça. Et là, et en repartant au vestiaire avant le match, je me dis « Putain, ça fait 19 ans. 19e saison, c'est énorme. » Mais aujourd'hui, et heureusement, une fille de 14 ans, elle ne peut pas jouer en D1. Mais à l'époque, c'était possible. Et du coup, à cet âge-là, très tôt, tu as commencé à jouer avec des futurs amis, coéquipières d'aujourd'hui. Comment ça se passe là ? J'ai fait 6 ans dans un club. Donc, il n'y avait que des seniors, puisque c'était la D1. Donc, moi, j'étais une des plus jeunes. Mais j'ai joué avec des filles. J'en connais encore, puisque je joue avec Elise Bussaglia. Donc, on est encore ensemble en équipe de France. Je joue avec Marinette Pichon, qui a arrêté, mais voilà. Et puis et d'autres.
Après, les parcours, ils font qu'on se suit pas. Il y a beaucoup de joueuses qui arrêtent parce que c'est un monde difficile. Et puis c'est des choix de carrière, des choix de vie aussi, parce que être sportif de haut niveau, c'est un choix de vie particulier. J'ai plus mes amis dans les clubs qui ont suivi et dans le club de Juvisy, évidemment, avec lequel je suis encore fidèle. En commençant à 14 ans en première division, il y a dû y avoir quand même des jalousies, des petits mots, des petits coups. Est-ce que c'est comme le foot masculin, il y a des guerres d'ego, d'individualistes, des choses comme ça? Dis-nous. Il y a 20 ans, enfin il y a 19 ans, le souci c'était plus de trouver des joueuses qui avaient le niveau. Donc le jalousie, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, il fallait du monde. Et moi je suis arrivée et tout le monde était très, très, très heureux que j'arrive. Et du coup c'est bien passé. En plus j'étais dans un club, je jouais à Saint-Mémy, à côté de Châlons-en-Champagne. Et on jouait le maintien en D1 tous les ans. Donc c'était un club où plus il y avait de monde et plus il y avait de force et mieux c'était. Donc j'ai jamais connu la jalousie dans mes débuts. Et puis après c'est pas une histoire de jalousie, c'est des histoires de groupe qui se voient un petit peu partout, mais j'ai jamais ressenti quoi que ce soit. On a compris que tu étais toujours très ambitieuse. Ton papa nous a dit que tu étais très indépendante. On a senti ton fort caractère. C'est ça qui t'a servi le plus dans ton parcours pour durer autant? Bah ouais, et puis c'est pas fini, mais fort caractère. J'ai du caractère en fait. Je suis très ouverte à la discussion, je suis pas du tout bornée, j'entends tout, je suis ouverte d'esprit, mais par contre, des fois, il faut prendre des décisions, il faut avancer, et voilà, donc je fonctionne comme ça. Je veux juste pas déranger les gens, voilà, c'est tout. T'étais comme ça aussi à l'école, sur les bancs? À l'école, j'avais beaucoup de facilité, et du coup, j'étais un peu dispersée. Voilà. J'étais très autonome, je faisais mes devoirs, mes parents ils s'inquiétaient même pas. Mes parents très vite ils m'ont fait confiance très très jeune. Non, à l'école je faisais rire un peu les autres. Ah ouais, d'accord. Un petit peu trublion, mais en assurant largement. Mais j'assurais à côté. Alors je pense que du coup c'était compliqué parfois à gérer pour certains profs parce que je dérange et en même temps je dérange. T'assures, oui. Je dérangeais pas, hein, j'étais pas irrespectueuse, mais j'étais un peu bout en train, quoi. Et t'avais plus de copains au foot qu'à l'école ou finalement t'as jamais trop fait de différence? Non, pareil, j'ai toujours eu un cercle d'amis assez important. Mes amis proches, je m'en suis fait par le foot, ce qui est assez rare. Et je les ai toujours, et ils sont à Paris. Et puis il y a mes amis d'enfance que j'ai toujours. Là, je suis bientôt en vacances et j'attends que ça et je vais les retrouver. Et ils habitent à Brienne-le-Château ou ils habitent à Paris, mais on se retrouve toujours à Brienne-le-Château et c'est un lien très fort. Tu y retournes combien de fois par an là-bas? De moins en moins, mais Noël, l'été. Voilà, on a très, très très peu de temps, mais dès que j'ai du temps, j'y suis. Ouais. On a beaucoup parlé de ton caractère, de ton ambition, etc. Tu avoues toi-même dans une interview avoir été un peu peste sur le terrain. Alors, parce que oui, pendant le match, il faut se faire respecter aussi, t'as bien raison. Alors à ce sujet, on a une petite question pour toi très précise de Salia. Salia, j'ai 9 ans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'énerver sur le terrain? Jamais. Mais ne pas le montrer aux autres? Et comment on fait pour ne pas être énervé devant les autres, pour pas le montrer? C'est dur. C'est dur comme question. Être énervé sur le terrain, oui, ça m'arrive souvent. Déjà parce que je suis perfectionniste pour ma propre performance. Donc si j'arrive pas à quelque chose, je déteste parce que j'aime bien quand c'est parfait. Et au foot, c'est toujours très loin d'être parfait parce que le foot, c'est beaucoup d'erreurs aussi. Et puis en même temps, j'ai un rôle de capitaine depuis de nombreuses années, donc c'est compliqué parce qu'il faut savoir quand il faut un peu secouer, quand il faut positiver et en même temps gérer sa propre frustration si on est moins bonne. Donc des fois je le montre, des fois je le montre pas. J'imagine que je le fais pas toujours dans le bon timing, mais en soi j'essaye au maximum de faire le mieux pour l'équipe. Le souci souvent, c'est qu'il faut faire la part des choses entre le terrain et en dehors. Et ce qui se dit sur le terrain, c'est pour le bien de l'équipe. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Et si je suis capitaine et leader d'une équipe, c'est que je dois montrer une voie. Et si j'ai envie de réveiller une joueuse, j'essaye de le faire le mieux possible. Des fois, je ne mets peut-être pas les formes, mais j'essaye au maximum. Et puis des fois je me trompe parce qu'en fait souvent le capitaine est exemplaire, mais on a le droit de se tromper aussi et de le faire maladroitement. Ce qu'il faut pas, c'est que ça touche le groupe en dehors du terrain ou la personne. Donc voilà, j'essaye à chaque fois de régler ça, mais
en soi, je me trouve assez calme au regard de certains ou certaines capitaines que j'ai eues et qui, grâce à elles, m'ont permis de réussir parce qu'en fait, faut se secouer des fois dans la vie. Et alors justement, là, c'est une belle réponse pour Salia, mais est-ce que toi, tu as un souvenir de discours, d'une phrase, quelque chose, d'un leitmotiv qui t'a permis d'avancer, combattre tout ça plus facilement, des mots qui t'ont touché particulièrement? Non, je me souviens juste d'une situation où j'avais fait un super match et à un moment, je l'ai joué un peu tranquille. J'avais mis 3 buts, donc j'ai dû tenter un truc. Et en fait, j'ai compris que c'était là justement qu'il fallait être la meilleure. C'est après ces 3 buts. C'est la rigueur, c'est jusqu'au bout et c'est pas commencer à fanfaronner un peu, quoi. Et c'était il y a peut-être 7-8 ans et ça m'a permis de grandir. Parce qu'en fait, souvent, le foot, c'est on est bon ou on est nul. Il n'y a jamais le curseur entre les deux. Et alors que c'est faux. Et pour que le curseur il soit toujours entre les deux et qu'on ait une performance haute et régulière et constante, c'est qu'il faut éviter de faire les montagnes russes au niveau émotionnel. On a senti ton professionnalisme, on a parlé de ton caractère. Moi, justement, je discutais de toi avec une ex-camarade, Laure Boulot, qui me disait que tu avais énormément d'humour. Alors, je vais pas te demander de nous faire une blague parce que c'est un peu malaisant. Mais en quoi est-ce important, en tant que footballeuse, de rire, de peut-être faire ressortir ces émotions-là? Comment tu gères la pression? Peut-être en rigolant, mais ça dépend des contextes. Mais c'est vrai qu'avec Laure, on était assez complices sur ce domaine. Voilà, ça dépend des contextes, des équipes et des joueuses qui nous entourent. Moi, par exemple, en club, aujourd'hui, je suis dans une équipe très jeune, même si j'augmente un peu la moyenne d'âge, mais c'est plus difficile, en fait. C'est plus difficile. Je suis regardée et je suis observée, donc je dois être un petit peu plus concentrée, non pas pour moi, parce qu'en soi, moi, je pense que je préférerais sourire et rire, mais on est un peu modèle, et si je commence à rire, les jeunes vont rire et elles, par contre, elles arriveront moins à switcher pour se concentrer. Donc oui, il y a une époque, et c'était en équipe de France, où on avait une équipe très très mature et on pouvait se permettre d'évacuer la pression en souriant. Parfait. Le sourire, c'est aussi parfois un gage de bonne santé. C'est ça. Ça permet de mieux vivre. Alors, je te propose justement de parler quelques instants de santé, de corps, d'esprit, ce qui est très important pour un sportif de haut niveau. Alors, à ce sujet, on a discuté, nous, avec le docteur Oran, le directeur médical de la FFF, qui nous parle de l'hygiène de vie du sportif. Non, je pense que la société évolue également, et nous, au niveau du sport et au niveau du football, on est obligé de suivre cette évolution. On prend conscience véritablement que il faut prendre soin de son corps, et donc prendre soin de son corps, c'est faire en sorte de bien manger, de bien s'hydrater, de bien se préparer pour un entraînement, pour un match, de bien dormir, et c'est ce qu'on appelle chez les professionnels, c'est l'entraînement invisible. Alors, c'est quoi, toi, ton entraînement invisible? Tu fais attention à tout ça? Je fais attention à tout, à ce que je mange, à quand je le mange, par rapport à l'heure de l'entraînement, si j'ai assez bu, pas assez bu, aux étirements, je fais un petit peu de yoga, je suis à l'affût de tous les thèmes liés à la performance. Et le dernier, parce que je suis très excessive, donc je peux être extrême dans ma préparation, mais avec l'expérience et le recul, une fois qu'on a compris tout ce qu'il fallait faire et qu'on le fait depuis des années, ce qui est important, c'est son équilibre mental. Une fois que tout est ancré et que ça devient logique de manger ci, manger ça, prendre ci, prendre ça, avant, après. Moi, j'ai des règles d'or avant les matchs, la veille. Voilà, mes parents, ils peuvent venir au match. Jamais j'irai manger au restaurant la veille avec eux. C'est pas possible. En fait, il faut que je sois chez moi, il faut que je mange chez moi, il faut que je sois toute seule, il faut pas qu'ils soient là. Voilà, il y a plein de petites choses que je me suis ancrée au fur et à mesure. Et puis maintenant, avec l'expérience, je me dis que c'est surtout la tête. Donc je sais que de temps en temps, j'ai envie d'aller voir mes amis et d'aller au restaurant. Et ça me pose aucun souci. Alors qu'avant, j'avais plus un sentiment de culpabilité. Maintenant, j'ai compris. Là, tu peux pas. Mais à chaque fois, tout est dosé. Et même si c'est, entre guillemets, en dehors de ce qu'on pourrait penser de la perf, c'est placé à un endroit où je sais que ça sera bon pour la perf. Donc tout ça, tu l'as appris avec le temps, en fait. Ça s'est fait ça. Naturellement, et avec ton caractère et ton vécu. Ouais, mon vécu, avec l'équipe de France, avec le club, avec les joueuses que j'ai rencontrées, avec les staffs que j'ai rencontrés, qui, chacun dans leur domaine, nous apporte quelque chose. Donc moi, je me suis un peu construit une bulle et de personnes qui m'entourent et qui me conseillent. J'ai un ostéo, j'ai une psychologue du sport qui me suit depuis presque 2 ans. Voilà, j'ai tout un environnement
qui me permet de me sentir bien, et dans ma vie d'ailleurs, et sur le terrain, puisque c'est important. Alors justement, tu parlais de vécu, la formation elle a énormément évolué en 20 ans, tu as dû assister à ça par rapport à tes débuts. Alors justement, le directeur médical de la FFF, le docteur Oran, nous parle du suivi des jeunes footballeuses. On a une vraie politique de formation des éducateurs. Donc, tous les jeunes qui sont suivis au niveau du football amateur sont des jeunes qui sont encadrés par des personnes diplômées. Et donc, ces personnes diplômées ont des canevas. On leur explique comment il faut gérer le jeune sportif au niveau physique, mais également au niveau menteur et au niveau psychologique. Et c'est pour ça qu'on a véritablement une vraie politique de formation. Une vraie politique de formation, c'est une réalité ou c'est du blabla pour nous endormir? Non, déjà, c'est pas du blabla parce que je suis concernée, parce que je suis à la fédération et je m'occupe du développement du foot des enfants. Donc, une de nos priorités, c'est de se dire et d'accepter quand même que le football et le club de foot, c'est un lieu d'éducation pour l'enfant. C'est le 3e lieu où on peut éduquer les enfants. Donc, le rôle de l'éducateur, il est évidemment primordial et il est là pour donner tous ces conseils-là. Des conseils aussi bien sur la santé que sur le comportement, que sur l'état d'esprit, que sur les valeurs, parce que le sport et le sport collectif et le foot en particulier, ça permet quand même de partager beaucoup de choses et inculquer ces valeurs-là, c'est aussi les éduquer en tant que futurs hommes, ces petits garçons, ces petites filles. Donc non, c'est pas du vent. Et pour savoir comment ça fonctionne à la fédération et en particulier à la direction technique nationale, il y a des vraies recherches, des vrais efforts et une vraie réflexion qui est faite autour de ça. L'école de la vie, donc, si j'ai bien compris. Ouais, je pense, vraiment. Il y a une petite footballeuse, toujours de Roissy-en-Brie, qui s'appelle Arapi, qui a une vraie question pour toi au sujet du partage, de la transmission et du métier d'entraîneur. Je m'appelle Arapi, j'ai 12 ans et j'aime bien le foot à jouer. Gaëtan, c'est quoi pour toi un bon coach? Un bon coach, c'est quelqu'un qui, pour moi, est bienveillant, qui veut le bien de l'équipe et qui veut faire progresser tout le monde et qui aime ses joueurs ou qui aime ses joueuses. Un bon joueur, ça devient un bon entraîneur? Pas forcément. Je pense pas. Enfin, pas forcément parce que... Toi, t'aimerais coacher? Je sais pas. J'ai passé mes diplômes pour. Mais j'aime trop jouer, donc je me pose pas cette question actuellement. Femme coach, homme coach, avec des hommes, avec des femmes... Il y a des trucs qui matchent le mieux, il y a des sensibilités à avoir particulières, des différences. Coacher les filles a peut-être une sensibilité particulière en termes de management et de compréhension. Et les filles analysent beaucoup les choses, donc il faut faire attention un petit peu à tout. Peut-être plus qu'avec les garçons, mais je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il faut surtout partir du principe que le football, c'est du partage et que la relation humaine, elle est au cœur de la pratique, donc elle doit être au cœur de la relation entraîneur-entraîné. En tout cas, je le vois comme ça. Et alors, plus largement, toi, quand tu te retournes un petit peu, même si tu as encore des kilomètres à faire sur les terrains, qu'est-ce que le foot t'a apporté dans la vie, finalement? De la discipline, de l'exigence, du dépassement, plein de choses, et puis surtout des émotions extraordinaires. Voilà. Ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est beaucoup de fierté, ma famille, ils ont beaucoup voyagé, beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'émotions. J'ai eu la chance de marquer... un doublé en Coupe du Monde en 2011 contre le Canada, c'était un des plus beaux jours de ma vie, voilà, c'était extraordinaire. En parlant de plus beaux jours de ta vie, tu as eu forcément des objectifs dans ta vie. Il y a une anecdote que m'a raconté ton papa. On sait qu'à l'âge de 16 ans, il reçoit un appel et lui, c'est un truc de fou. C'est Clairefontaine qui lui dit que Clairefontaine veut Gaëtan Tiné en son sein pour la faire progresser et terminer sa formation, j'ai envie de dire. Et finalement, en fait, tu refuses. Tu peux nous raconter cette histoire parce que lui, quand il nous l'a raconté, ça l'a perturbé. Ouais. Bah ouais. En fait, tous les ans, il y a la Coupe nationale, donc on représente sa ligue. Moi, c'était la Ligue Champagne-Ardenne. Et puis ensuite, on fait une détection à Clairefontaine, justement. Puis après, on rentre ou pas au pôle pour s'entraîner toute l'année et tous les jours et dormir là-bas. Et c'est le Graal, quoi. Mais pas pour moi. Moi, c'est la boule au ventre. Parce que moi, j'ai mon scooter, mes copains... Et je joue au foot et je vois pas, à part arrêter le foot, je vois pas ce que ça peut m'apporter, quoi. Pas compatible. Donc, tu étais sûr de réussir sans passer par cette voie royale? C'était pas une question de réussir, c'était une question d'être bien. Je voulais pas pleurer. Donc non.
niet. Ça veut dire que tu peux conseiller aujourd'hui aux jeunes footballeuses de faire pareil. Aujourd'hui, je travaille à DTN qui est là pour justement coordonner les pôles. Alors aujourd'hui, je dis aux joueuses, les pôles et les structures qui sont mises en place par la fédération sont adaptés au mieux pour continuer votre formation et pour vous permettre de réussir. Ça, j'en suis persuadée, et à l'époque, j'en étais persuadée. Par contre, il y a des fois, comme dans toute règle, des exceptions. Et quand à 16 ans, on se connaît bien et qu'on est épanoui, et on a le droit de faire le choix, des fois, de dire non. Et quel conseil tu donnerais à la petite Gaëtane de 5 ans qui débute le foot aujourd'hui ? Quel parcours faire ? Comment... Je lui dirais de faire exactement pareil, mais de travailler un peu plus son pied gauche. parce que le fait de ne pas aller à Clairefontaine, le fait de... ça m'a amené beaucoup de force sur certains points et quelques lacunes que j'ai dû combler un peu plus vieilles. Et voilà. Alors après, on a des forces, des faiblesses, c'est pas le souci, mais pour rigoler, je lui dirais de travailler un peu plus son pied gauche. Parlons de tes valeurs aujourd'hui, désormais en tant que femme. Et justement, pour en savoir plus à ce sujet, on a posé quelques questions à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui te connaît très 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 bien et pour qui tu comptes énormément et qui nous dit comment elle te perçoit. Elle s'appelle Anna et c'est ta nièce. Elle a toujours gardé son identité propre, elle a jamais triché, elle a jamais fait semblant, et on voit qu'elle en veut. Elle a toujours été comme ça, et toutes les informations qu'elle donne, tous ses ressentis sur le match, tout a toujours été très sincère, et c'est surtout très construit à chaque fois, comme toute sa vie et tout son parcours. Donc ça reflète à chaque fois exactement sa personnalité, et il n'y a pas du tout de triche, quoi. C'est elle à 100%, et on la reconnaît à chaque fois. On s'est jamais dit, oh mais dis donc, jamais elle aurait dit ça avant ou quoi que ce soit. Non, c'est elle à 100%, quoi. Voilà un témoignage. Entière. Ouais, oui. Ton parcours justement très construit, hyper sincère, là, comme on le ressent, est-ce que ça a été pensé à chaque fois ou tu as pris ça aussi comme ça venait ? Non, un peu comme ça venait. Mes choix, ils ont toujours été faits un peu à l'instinct et en même temps avec une volonté toujours de me développer en tant que personne et en tant que joueuse. Donc voilà, j'ai fait une licence TAPS, après j'ai fait un stit dans le privé chez des petits, après j'ai été à l'INSEP pour préparer le professorat de sport. Après. C'est ça en fait qui guidait mes choix sportifs jusqu'au jour où j'ai intégré l'équipe de France A et là le foot a vraiment pris une dimension plus importante dans ma tête, dans le sens où les émotions que j'ai ressenties à travers l'équipe de France et à travers Juvisy, parce qu'on a fait demi-finale de Champions League et tout, c'était si extraordinaire que là je me suis accrochée à ça en me disant en fait c'est ça j'aime. On a discuté avec Anna et on a souhaité savoir avec elle aussi comment tu étais vraiment Gaëtane Thiné en pleine compétition, en plein match, et elle nous répond. C'est une battante jusqu'au bout, donc même dans les jeux, on peut pas tricher, il n'y a pas d'arrangement, c'est elle contre nous, elle s'arrangera pas pour perdre ou quoi que ce soit. Si elle doit gagner, elle gagnera, et en général, elle gagne souvent quand même. Elle dira jamais qu'elle a perdu. Elle a appris, oui, mais c'est pas une perte, et donc elle n'a pas été battue. Donc tu perds jamais en fait ? Non, je perds jamais. Un jour, j'ai été un peu sur la touche avec l'équipe de France et j'avais tweeté, j'avais mis la phrase de Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est la réalité. Des fois, ça fait mal, hein, mais quand on morfle, il faut apprendre. Si ça nous est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Et pour plus que ça arrive, il faut changer les choses. Et à quoi tu joues, toi, grande compétitrice, quand tu ne joues pas au foot ou à FIFA, hein, c'est pareil? Non, je joue pas trop à la console, mais je joue pas parce que j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'aime surtout les projets, donc si on peut considérer ça comme un jeu, mais c'est pas vraiment un jeu parce que c'est des choses sérieuses, mais je suis une femme de projet, voilà. J'aime les projets, j'aime développer les choses, si je peux aider quelqu'un, quelque chose, une structure, aider mon club, n'importe quoi... Je vais réfléchir, je vais me dire, ah ouais, ça c'est bien ça. Et je suis très créatrice et très innovante dans ma vie, donc j'essaie toujours de trouver des projets qui n'existent pas. Allez, on écoute une dernière fois Anna, ta nièce, qui a à nouveau quelque chose à te dire, qui a envie de nous faire transmettre le message que tu lui manques, et elle a un souvenir, apparemment un souvenir canapé, ta première sélection en équipe de France. Ta première sélection en équipe de France, là ça a été vraiment impressionnant, quoi. Je me dis, mais normalement elle est avec nous sur le canapé à regarder la télé, à regarder le match de foot, et non, là elle est de l'autre côté, elle est bien dedans, c'est bien elle qui est sur le terrain, et non, ça c'était vraiment impressionnant. Ouais. Comment tu l'as vécu cette première sélection? Extraordinaire.
Extraordinaire, j'avais 2 crampes parce que j'étais tellement stressée. Et en plus, j'étais titulaire, donc c'était encore plus stressant. C'était à Mérignac quand je jouais à la Chine. Et en fait, je suis titulaire, j'ai 2 crampes le long des tibias, là. Je peux plus, à l'échauffement, j'ai trop mal. Je me dis, tant pis, ça va passer, c'est le stress. Mais c'était vraiment le stress, je pouvais plus. Et en fait, je frappe de loin, ça tape le dos d'une Chinoise, ça lobe la gardienne but. 55e, un truc comme ça. Et le coach, il me sort, il me dit, je pense que t'en as eu assez. Et en fait, c'est parti comme ça. C'était extraordinaire. J'aurais pu fermer les yeux, ça roulait, quoi. Tu pensais à quoi? Tu pensais à ta famille? Ouais, bah je savais, ils étaient tous... c'était à Mérignac, c'était loin. Et non, je sais qu'ils ont vécu ça très très bien avec la spécialité régionale de chez moi, qui est le champagne. Maintenant que tu as 19 saisons en D1, quelles sont, selon toi, tes principales qualités de footballeuse? Bah, je pense mes qualités, c'est de pouvoir créer le déséquilibre à n'importe quel moment. Même quand je suis moins bien dans un match, je vais faire un truc qui va faire ou du moins j'essaye. Voilà. Je suis capable de mettre des buts. Boulette, leur boulot me le dit souvent. Elle m'appelle l'espiègle, mais en fait, je mets des trucs... même moi, je sais pas quoi. Et souvent, quand je marque, je me rappelle pas. Moi, je me pose des questions et puis je suis performante. Et alors justement, pour transmettre aux plus jeunes des conseils, des idées, les jeunes footballeuses, tu as envie de leur dire de travailler sur leurs principales qualités ou tu as envie de leur dire quoi pour progresser? Je pense que c'est surtout l'envie, la volonté, la détermination. Voilà. L'investissement et l'engagement qu'on met dans notre pratique, dans notre passion, elles nous récompensent. Beaucoup d'humilité, du travail et prendre du plaisir. Parce que, en fait, moi, s'il n'y avait pas de plaisir, j'aurais arrêté depuis longtemps. Dernière ligne droite de ce premier crampon ensemble, Gaëtane, dis-nous tout, portrait chinois. Donc ça va aller très vite, du tac au tac, on va discuter. Okay. En amour, tu es plutôt j'irai où tu iras ou mon pays sera toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Céline Dion, oui. Mon pays sera toi. Si tu étais un film? Jeu d'enfant. Si tu étais un plat? C'était caché du boucher. Ah ouais. Si tu étais bloqué éternellement à un âge précis? 18. Si tu étais un autre poste que le tien sur le terrain? Numéro 6, mais ça peut être aussi un dérivé de mon poste. D'accord, pas tant par défaut que ça alors. Non, c'est pas bon. Je pense qu'à terme, comme il me reste encore de nombreuses années à jouer, il est possible que je passe en 6 un jour. Je n'en doute pas. Questionnaire, dis-nous tout d'un coup. Alors, dis-nous tout, ton premier ballon. Je suis bébé, c'est une photo, je suis grosse et j'ai plein de chocolat autour de la bouche. On veut voir ça. Une petite boule. Dis-nous tout, ton premier match en tant que spectateur ou en tant que joueuse? Mon père, je pense au stade. Ta première blessure? La fracture du péroné et la seule. C'est incroyable. T'as encore mal? Nous, on a mal pour toi. Je sens, des fois, quand il pleut. Ah ouais, c'est une réalité ça alors. Ton premier coup dur? Dans la vie, quand j'ai perdu une de mes meilleures amies, à Saint-Mémy, qui jouait avec moi, qui était coéquipière, et dans le football, quand Philippe Bergerot, martyr de l'équipe de France sans raison. Ta plus grande fierté? De voir ma famille heureuse dans la tribune. Ta réaction en voyant ta tête dans le jeu vidéo FIFA? Mes neveux vont être contents. Ils sont fiers. Ton premier fan? Ouais, je pense mon père. Ton premier autographe? Je pense quand on était championne d'Europe en U19 en 2003, j'ai dû en signer un ou deux. La première fois qu'on t'a reconnu dans la rue? Ouais, ça fait bizarre, mais la télé, les médias, ils nous mettent dans une sphère, mais on est juste des gens normaux. Pas de notre faute si vous êtes anormaux, arrête-toi. Oui, non, mais ça fait bizarre pour ça, en fait, parce qu'on comprend pas trop, mais maintenant je comprends. Hein. Tu as du talent. Excusez-moi, c'est comme ça. Dernière question. Ce podcast s'appelle Premier Crampon. J'ai besoin de savoir quels étaient tes premiers crampons. Je peux pas le dire, j'ai un partenaire, c'était pas le même. Ton papa, lui, il s'en rappelle et il nous a même dit qu'il les avait encore. On écoute une dernière fois François Tinet. Les premiers crampons, je crois que je les ai encore. Je m'en souviens très bien, oui. Tu vas aller chercher dans le sous-sol. Un jour, elle avait marqué 3 buts et que le gamin, il était tellement énervé qu'elle a pris un mauvais coup et qu'elle a eu le péroné de fêler quand même. Il les a retrouvés dans le sous-sol ou pas? On va lui demander de nous les amener, promis. Des bons souvenirs malgré la blessure alors. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Je ne lui en veux pas.
Bon, merci beaucoup Gaëtane Tiné en tout cas d'avoir bien voulu nous raconter ton parcours, tes souvenirs, d'avoir pris le temps. Je te souhaite une très belle continuation. Merci Gaëtane. Merci. Le mot de la fin est pour toi. Merci, c'est top. Ça passe vite. Ça passe très vite quand on parle de sa carrière, donc il y a encore de belles années à faire et j'espère que je pourrai revenir ici avec une belle Coupe du Monde. Ça serait la plus belle chose qui pourrait arriver. À très bientôt. Bye bye. Bye. C'était Premier Crampon, un podcast Orange.